amis du Zapping 229, chers fans, le Bénin est dans une période très sensible, celle des élections. Le 6 mars prochain, les Béninois sont invités à choisir leur nouveau président qui devra conduire le Bénin dans sa destinée pendant les 5 prochaines années. Et à l'instar de tous les autres pays d'Afrique, la période électorale est une période très tumultueuse et qu'il faut pouvoir gérer, n'est-ce pas, pour pouvoir pacifier tout un pays. Pour en parler aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés du docteur Baloubi, qui est professeur de chaire à l'université de Shaw, dans la ville de Raleigh, la capitale de l'État de la Caroline du Nord. Professeur Baloubi, bonsoir et merci de nous recevoir dans votre bureau. Bonsoir, auditeur. Bon, professeur Baloubi, le Bénin, comme tous les pays d'Afrique, lorsqu'il y a élection, il y a toujours difficulté, il y a toujours presque péril. La période électorale dans presque tous les pays d'Afrique est une période très sensible. Et souvent, on a tendance à croire que pour la réussite, pour qu'il y ait une élection pacifique, cela relève seulement du domaine de l'exécutif et des leaders politiques. En réalité, quelles sont les entités de qui relève la pacification d'une période électorale? Merci Vital, c'est une très bonne question. Je voudrais dire que je ne suis qu'une seule voix et merci de m'avoir choisi pour répondre à ces questions très importantes. Je ne suis qu'une voix donc de la diaspora et c'est l'affaire de nous tous. Et quand je dis de nous tous, je veux parler d'abord de l'exécutif, de toutes les institutions de l'État chargées de l'organisation de l'élection, de quelque élection que ce soit dans le cadre de figure. Il s'agit de l'élection présidentielle. Donc, je voudrais parler du gouvernement, de la Sénat, du COS, l'EPI. Mais il y a aussi les partis et alliances politiques. Ensuite, les candidates et candidats avec leur porte-parole. Ensuite, les confessions religieuses et à travers leurs représentants. Il y a aussi les cadres intellectuels et tout autre groupe, n'est-ce pas, de réflexion qui pourrait exister. Il y a aussi les organisations non gouvernementales qui sont surtout chargées de la veille citoyenne, comme on le dit. Et puis enfin, la diaspora. Voilà. Donc, professeur Baloubi, élection apaisée, quel peut être alors le rôle, ou quel devrait être le rôle du gouvernement et de toutes les institutions chargées d'organiser les élections? Parce que vous avez cité six entités différentes, ou 7 entités différentes en réalité. La première de ces entités, c'est le gouvernement et les institutions. Quel est donc le rôle du gouvernement, le rôle des institutions qui ont à charge l'organisation des élections? Le gouvernement et les institutions donc, de l'État qui ont à charge l'organisation de l'élection doivent tout mettre en œuvre pour créer le contexte, pour donner la logistique, pour donner l'espoir aux gens, pour mettre les gens en confiance. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de raté par rapport à la programmation, par rapport à la logistique, parce que la grogne, ça commence à partir de là. Les gens commencent à soupçonner qu'il y a quelque chose par rapport aux cartes électorales, etc. etc. Donc il faut mettre tout le monde en confiance. Ça commence par là. Et ces institutions, surtout le gouvernement, la Sénat, doivent battre la campagne, une campagne donc d'apaisement et informer les gens, surtout l'information, pour que les gens sachent ce qui se fait, qu'est-ce qui reste à faire et quel est le calendrier. Je pense que par rapport au gouvernement, donc à l'exécutif, c'est leur rôle le plus important qu'ils doivent jouer. Ok. Professeur Baloubi, la deuxième entité que vous avez citée tout à l'heure, c'est les partis politiques et les alliances de partis politiques. Lorsque nous savons qu'une élection concerne aussi les partis politiques qui aspirent, n'est-ce pas, à se positionner sur l'échiquier de l'exécutif. Par exemple, lorsque nous prenons une élection présidentielle, les leaders de partis aspirent à prendre le pouvoir. Et quel est alors le rôle de ces partis politiques, de ces leaders politiques, de ces alliances de partis dans une élection apaisée? Lorsque nous sommes à la recherche d'une élection apaisée, quelle devrait être alors l'attitude de ces partis politiques dans le processus électoral? Tous les partis politiques et les alliances politiques devraient se mettre au même diapason par rapport à l'information et doivent avoir accès équitable à l'information qui parvient, n'est-ce pas, de l'exécutif.
Et dès que ces partis politiques, ces alliances ont cette information, doivent pouvoir gérer cette information de façon rationnelle au niveau de leurs dirigeants et maintenant diffuser, partager cette information avec la base. Je crois que c'est un peu délicat quand les gens pensent que c'est une guerre. Quand on se met dans l'esprit que c'est la guerre, on va en guerre. Ouais. Donc les partis politiques et les alliances politiques ne doivent pas se mettre dans la tête qu'ils vont en guerre. Si en tant que dirigeants, ils se mettent là en tête, eh bien, ceux qui vont les suivre, la populace et puis tous les autres, ça va être pire. Parce que, n'est-ce pas, quand vous allez dans un meeting en tant que parti politique et que vous allez avec des gourdins, des gens qui vous suivent peuvent venir avec des armes sophistiquées. Absolument. Donc, c'est un rôle très important, doit pouvoir informer. Puisque les partis politiques et les alliances politiques, leur rôle, c'est d'animer la vie politique de façon continue et quotidiennement. On ne devait pas attendre la veille ou bien pendant les élections pour le faire. On devait le faire. Donc il y a une éducation que ces partis-là et ces alliances politiques devaient avoir donnée à tous ceux qui sont membres ou non de leur parti. Et c'est un travail qui devrait se faire en amont. Se fait bien avant même la période électorale. Exactement, ça doit se faire en amont et en aval, faire le point. Savoir qu'est-ce qui a marché par rapport aux stratégies que nous avons déployées. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les élections prochaines soient encore mieux réussies? Voilà. Ça devait être le souci de chaque parti politique et de chaque alliance politique. En dehors des partis politiques, nous avons les candidats eux-mêmes. Voilà. Nous avons les candidats eux-mêmes. Vous savez, lorsqu'on est en période électorale, les électeurs, les supporters, les amis, les sympathisants ont tendance à observer d'abord le mot d'ordre de celui qui est leur candidat. Exactement. Alors, quelle devrait être l'attitude des candidats dans cette période? Donc, vous voyez, ça va crescendo. Voilà. Il est vrai, le rôle du gouvernement est très important. Oui. Et quand on arrive aux partis politiques et les alliances politiques, c'est encore beaucoup plus important. Et quand on quitte là pour arriver au candidat même, c'est crucial. Les mots qui sortent de la bouche de ces candidats et de ces candidats, s'ils doivent représenter tout le peuple. Peu importe leur obédience religieuse ou politique, s'ils doivent représenter tout le peuple, ils doivent utiliser un langage qui nous réunit et non un langage qui nous divise. C'est très, très important. Et ils doivent veiller à ce qu'il y ait une discipline rigoureuse. Et c'est ce message qu'ils doivent passer continuellement. Ils ne doivent pas aller, que ce soit en catimini ou bien en public, se mettre à blasphémer, se mettre à assassiner le personnage de qui que ce soit. Défendez votre programme de société. Démontrez que vous avez le meilleur projet. Je pense que c'est ça qui a lieu de faire. Quand on se met à injurier, quand on se met à lancer des mots qui sont vraiment... Quand on crée la suspicion, on dit « Ah, il peut voler, hein, soyez vigilants ». Des termes de ce genre créent déjà la psychose. Oui. Je pense qu'ils doivent surveiller leur langage et travailler avec esprit, donc, un esprit positif. Une attitude positive. Quel que soit ce qu'il dit, ça doit être l'espoir. Comme le dit l'autre, il faut avoir l'audace d'espérer, l'audace de l'espoir. C'est Obama qui a parlé de audacity of hope. Et je crois qu'il y a un collègue aussi qui a pris ça aussi en charge et il martèle ça souvent, c'est le professeur Agon Valentin. Donc moi j'estime que c'est cela qui a lieu de faire. Les candidats et les candidats avec leur porte-parole doivent vraiment mesurer leurs mots. Ah oui, est-ce que vous pensez qu'ils doivent peut-être garder le silence par rapport à certaines choses et à quel moment faut-il parler, à quel moment faut-il dénoncer et de quelle façon faut-il dénoncer pour ne pas pousser à une révolte, à un soulèvement? Est-ce que vous voyez comment est-ce que ça peut se faire? Parce que c'est vraiment délicat. Oui. Et lorsqu'on ne s'y prend pas bien, ça risque de basculer à tout moment. Exactement, c'est juste, tu as vu juste, je pense que leur rôle, parce qu'il est critique, parce qu'ils savent qu'après les élections, s'ils sont élus, ils sont présidents, cette personne-là devient le président de tout le peuple. Oui. Donc il faut songer à l'après-élection, parce qu'il ne faut pas casser de manière à ce qu'on ne puisse plus colmater après les brèches. Qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, retrouver l'unité qui nous est chère.
Parce que le pays, il nous appartient à nous tous, nous l'aimons. Mais il y a des problèmes, on doit se retrouver pour les régler ensemble. Et aucun de ces partis n'a toutes les solutions. Vous pouvez lire, il y a 33 projets là, c'est accessible sur l'internet. Aucun projet n'est parfait. Et on ne peut pas avoir un projet parfait. Mais il y en a qui sont meilleurs par rapport aux problèmes de nos populations, leurs besoins. Donc je pense que les candidats doivent veiller à ce que lorsque des militants de leur parti ou bien des porte-parole de leur parti, d'abord c'est avant la campagne, il faut préparer la chose. Pendant la campagne, il faut aussi continuer à leur marteler ça dans la tête pour qu'ils sachent qu'il faut bien parler, il ne faut pas dévier. Et s'il y a des gens qui disent quelque chose de très grave, ils doivent prêter oreille et corriger. Et corriger publiquement pour dire ce que ces gens disent. Vraiment, ça ne me représente pas. Ce n'est pas digne, ce n'est pas... Il faut pouvoir répudier. Mais si vous taisez et c'est advienne que pourra, ce que vous voulez, c'est simplement le succès, quels que soient les moyens que les partisans ou bien les supporters utilisent, ça c'est ça qui peut incendier la maison. On ne veut pas ça. Quand vous apprenez qu'on a envoyé vidéo par là et que c'est vérifié, que vous voyez que ce vidéo vous supporte, mais ça tue, ça crée, ça divise des familles. Le père, la mère sont en guerre. Le village est divisé. Vous ne pouvez pas passer par là parce que vous êtes embêté. Vous ne pouvez pas passer par là parce que vous êtes à Gabon, etc. Quand les candidats apprennent ça, ils doivent prendre le bâton de pèlerin et aller dans ces milieux pour vraiment dire si vous m'aimez, c'est que vous aimez le pays. Si vous voulez voter pour moi, c'est que vous aimez le pays. Vous ne voulez pas qu'après les élections, on se retrouve dans un chaos où vraiment le pays est divisé. En réalité, les candidats ne doivent pas être en guerre l'un contre l'autre, les uns contre les autres. Comme l'a dit l'autre, je crois qu'il a bien dit, il a dit nous sommes simplement des concurrents pour servir la même nation. Je ne trouverai pas de meilleur mot pour résumer la chose. Voilà. Ce sont des concurrents pour servir la même nation. Si c'est compris comme ça, je crois que même après les élections, doivent pouvoir se donner la main et se filer des idées pour dire j'ai lu ton projet et si on faisait ceci, rentrer en négociation parce que nous voulons construire ensemble. Il y a des partis qui ont l'argent trouvé là, toujours là. Alors, c'est pas un seul parti qui peut faire ça. C'est ça. Mais tous les partis ne peuvent pas aller au pouvoir au même moment. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui, cette fois-ci, n'ont pas réussi, ne peuvent pas partager les bonnes idées pour créer l'emploi, pour améliorer l'éducation, pour qu'il y ait énergie, etc., etc. Donc je pense que les candidats ont un très grand rôle à jouer. C'est très important. Absolument. Et l'autre entité dont vous avez fait mention tout à l'heure, qui peut également intervenir dans la réussite de cette élection, qui doit nécessairement aussi donner un mot dans l'organisation des élections apaisées, c'est les confessions religieuses. Que ce soit peut-être les confessions animistes ou les confessions d'origine occidentale, quel doit être alors l'apport de la religion, quel doit être l'apport des autorités religieuses et morales dans une élection apaisée, professeur Balobi? Et à son âme, Monseigneur de Souza nous a donné l'exemple. Oui. Sans son leadership, sans son degré, n'est-ce pas, de compréhension, sans la religion dans sa tête et dans sa manière de réfléchir, sans Dieu dans sa vie, je crois qu'il n'aurait pas eu toute la patience et tout l'équilibre psychologique, moral, pour conduire à bon port la conférence de 1900 qui nous a donné donc notre constitution de 1990. Et jusque-là, les confessions religieuses ont fait un bon travail. L'église catholique, l'église protestante, etc. Je voudrais les exhorter à continuer dans la même voie et ne pas tolérer de déviance. Je ne voudrais pas, parce que Dieu ne choisit pas. Je voudrais qu'il prie pour toutes les candidates et tous les candidats. Un candidat, de façon anonyme, il peut prier pour notre pays et tous les candidats, etc. Si quelqu'un va vers eux singulièrement en tant que candidat, il prie pour lui, mais il prie aussi pour les autres. C'est pas lui seul, parce que Dieu ne choisit pas. C'est ça. Moi, je trouve aberrant qu'une église dise nous, on a donné le conseil de vote pour Lionel, ou bien pour Agavon, ou bien pour ABT, ou bien pour Tao, etc. Ce serait aberrant parce que Dieu ne choisit pas.
C'est ça. Qu'ils vous souviennent qu'on parle d'Abel et de Caïn, et que Caïn aurait tué Abel. Ouais. Mais Dieu aime toujours Caïn. Dieu aime toujours Caïn, parce que c'est ses enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Les candidats et les candidats sont tous des enfants de Dieu, et ils sont tous, comme l'autre l'a dit, des concurrents pour servir la même nation. Donc les confessions religieuses, dans les églises, c'est les prières. Et je crois que les élections passées, les gens ont bien fait. Ont toujours bien fait. La religion, les confessions religieuses ont toujours bien fait. Mais il se trouve que pour cette année-ci, pour 2016, nous apprenons déjà que plusieurs leaders de confessions religieuses, plusieurs autorités morales de ces églises donnent déjà des consignes de vote. Est-ce que ce n'est pas de nature à créer de la tension, non seulement au sein de leur église, mais dans tout le pays? Exactement. C'est pourquoi je disais tantôt qu'ils ne peuvent pas avoir de déviance. Ils doivent continuer sur la voie que Monseigneur de Souza nous a tracée. Qu'on soit vaudou, qu'on soit christianiste céleste, qu'on soit musulman, etc. On prie pour tout le monde. Donc je pense que nous devons condamner. On doit condamner les églises qui donnent des consignes de vote. Les individus en tant que fidèles sont libres. Comme vous le savez ici aux États-Unis, il n'y a aucune église qui va monter à la télé pour dire votez pour Hillary, ne votez pas pour telle personne. Non, ça, parce que ça c'est Dieu. Les églises, c'est le symbole le plus élevé sur terre qui représente Dieu. Ah, c'est ça. Le pape, après Dieu, c'est le pape sur terre pour l'église catholique. Vous imaginez que le pape parte de pays en pays pour dire pour qui il faut voter? Ce n'est pas... Moi, je pense que donc, en définitive, la religion doit être séparée de la politique. Exactement. La séparation de l'État et de l'Église. Séparation de l'État, de l'Église, séparation de la politique et de la religion. Exactement. En fait, ces autorités morales, ces autorités religieuses et morales doivent être neutres dans les consignes, pas donner des consignes aux fidèles publiquement pour dire vous devez porter votre soutien à tel autre candidat, sinon cela participerait, n'est-ce pas, à dévier l'apaisement que l'on recherche et la neutralité, la pacification de ces élections. L'autre entité que vous avez citée, professeur Baloubi, il s'agit des cercles d'intellectuels et des groupes de réflexion. Bon, honnêtement, est-ce que nous en avons au Bénin? Bon, on peut retrouver des individus, des intellectuels comme vous. La preuve, nous sommes venus vous voir pour vous poser quelques questions par rapport à la période. Mais est-ce que réellement chez nous, on peut identifier des groupes d'intellectuels, des groupes de réflexion qui peuvent, n'est-ce pas, aussi impacter dans l'élection apaisée au Bénin, par exemple? Si vous parcourez les réseaux sociaux, il y en a plusieurs. Plusieurs groupes d'intellectuels, groupes de réflexion, etc. Je voudrais appartenir à un groupe de réflexion, un groupe d'intellectuels qui soit neutre. Neutre comment? En tant que groupe, nous visons tous la patrie. Quelles sont les idées que nous avons? Moi, je pense que pour régler les questions de tout un pays, je dis toujours que c'est comme un grand éléphant. Le grand éléphant, c'est le problème à résoudre. Mais est-ce qu'une seule personne, aussi clairvoyante soit cette personne, peut voir tous les contours d'un éléphant? Il faudra que certains rampent sous l'éléphant. Il faudra que certains prennent un hélicoptère pour voir le dessus. Il faut que certains se mettent à gauche, que d'autres se mettent devant, etc. C'est comme ça que je conçois, n'est-ce pas, les groupes de réflexion, les groupes d'intellectuels. Bien sûr, on doit être hétérogène. Et quand c'est hétérogène, on pourra appréhender tous les aspects des problèmes auxquels sont confrontées nos nations. Moi, je pense que c'est ça. Mais il ne faut pas créer un creuset qui assassine, un creuset qui intoxique, un creuset qui cherche à pêcher dans de lointains de passé dont on ne veut pas se souvenir. Moi, ça me fait mal. On se retrouve, on se partage des vidéos horribles. Même si c'est réel, qu'on a assassiné, qu'on a fait cela, ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour construire. Nous devons chercher le contrepoids. Il faut être toujours positif dans nos attitudes, dans tout ce que nous faisons,
garder l'espoir que ça ira mieux. Nous ne devons pas être vecteurs de la violence. On ne doit pas être vecteur, on ne doit pas relayer, nous ne devons pas relayer. Même si elle est réelle, il faut sa transmission. On doit plutôt réfléchir pour trouver, n'est-ce pas, les solutions. Oui. Comment on peut prévenir, n'est-ce pas, ces dangers. Oui. Je pense que c'est ça l'essentiel. Voilà, voilà. Donc, l'autre entité dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre mot d'introduction, il s'agit des ONG et la société civile et des mouvements de veille citoyenne. Oui. Comment ces mouvements, comment cette société civile peut-elle aussi contribuer à l'apaisement de l'organisation des élections? Les organisations non gouvernementales, je crois, sont déjà plus proches de la base que qui que ce soit. C'est à l'instar des partis politiques et puis leurs cellules de base. Les organisations non gouvernementales, elles sont bien structurées, vivent le quotidien avec le peuple. Donc, c'est des gens qui doivent prendre conscience de leur rôle. Parce que si ils sont organisations non gouvernementales, ça veut dire qu'ils ne font pas de la politique. Mais ils sont là pour aider à régler, à proposer des solutions, à chercher, s'il le faut, n'est-ce pas, des investissements dans le domaine économique, dans le domaine social, dans presque tous les domaines, dans tous les aspects, n'est-ce pas, de la vie du peuple. Donc ces gens ne doivent pas, n'est-ce pas, donner dans le même panier que ceux qui sont là et qui se disent politiciens, qui font de la politique pour la forme, rien que pour faire de la politique. Il y a des gens qui disent, je dois prendre le pouvoir, je dois aller au pouvoir. Les ONG n'ont pas besoin d'un pouvoir. C'est ça. Les ONG sont là et leur rôle, c'est d'aider. La veille citoyenne. Je donne l'exemple de Alcré. Je crois qu'Alcré fait un bon travail. Pour moi, Alcré fait un bon travail. J'ai suivi de très près. Enfin, je ne dois pas dire de très près, mais de loin plutôt. Mais j'ai utilisé le terme très près parce que pendant les vacances passées, j'ai touché, il m'a montré, j'ai touché. Il y a encore une balle dans la tête. Mais il n'a pas baissé les bras. Mais je ne l'entends pas insulter des gens. Mais je l'entends dire, voici ce que j'estime que le gouvernement doit faire. Il propose. Voici ce que je pense qu'on doit faire. Voici comment je pense qu'on doit faire. Si on faisait comme ça, il y aurait du calme et puis on irait de l'avant. Il n'a pas toujours raison parce qu'il ne détient pas le monopole de la vérité. Mais il parle librement, on doit le laisser parler librement et continuer à faire son travail avec son équipe. Je pense qu'il fait du bon travail et il est à encourager. Il donne un exemple que je voudrais que les autres suivent. Voilà, donc on peut toujours dénoncer, on peut toujours pointer ce qui ne va pas, mais sans s'invectiver. Exactement. Dans la paix, sans la violence. Exactement. Donc c'est ça qui est important. La dénonciation responsable. Voilà. Au niveau des partis politiques, par exemple, s'il y avait un tuyau de communication, le parti politique qui voit que quelque chose ne va pas, il y a des structures qui sont chargées donc de l'organisation des élections. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a le COSDEP, il y a le Sénat, il y a toutes ces structures que les partis politiques doivent consulter et avoir la vérité. Quand ils ont la vérité maintenant et ils estiment qu'ils ne sont pas satisfaits, maintenant ils peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer de façon responsable. Parce qu'il y a mille manières de critiquer. On peut critiquer pour détruire, mais on peut critiquer pour construire. C'est vrai. Et c'est de la construction qu'il s'agit. Nous devons bâtir, nous ne devons pas détruire. Mais dénoncer ne veut pas dire détruire. Lorsqu'on dénonce de façon constructive, et là, on participe à la construction de l'édifice. Absolument, absolument. Alors, la dernière entité dont vous aviez parlé, il s'agit de la diaspora. De la diaspora. Et vous êtes de la diaspora, je suis de la diaspora. Alors, docteur Baloubi, ça c'est important. Oui. Comment est-ce que la diaspora peut intervenir, peut interagir de loin à ce que les élections se passent de façon apaisée? D'abord, nous avons intérêt à être à l'avant-garde en tant que diaspora, parce que le pays nous manque. À des moments donnés, le pays nous manque. Pourquoi? Parce qu'on a des parents, parce que nos racines sont profondément ancrées dans le terroir, c'est là-bas, et nous avons des éléments de comparaison. Nous avons des éléments de comparaison. Et on voit le déséquilibre. Et on voit que notre pays est sur la bonne voie, et cela nous enchante. Mais nous ne voulons pas que notre pays aille dans la dérive, que sa démocratie, qui est jeune, soit fragilisée. Ici, aux États-Unis, plus de 300 ans d'expérience de démocratie, c'est tous les jours qu'ils améliorent leur système. Comme vous le savez,
il y a le sujet qui est sur le tapis maintenant, c'est le téléphone de quelqu'un qui est de terroriste. Vous voyez? Et on demande à... Comment il s'appelle? On demande à cette compagnie de... cette compagnie de technologie. Rappelez-moi le nom de la compagnie de technologie, c'est Apple. On demande à Apple de faire en sorte qu'on puisse débloquer. Vous voyez, c'est génial. Et Apple est en train de s'opposer parce que c'est la démocratie. Il faut qu'il y ait toutes les garanties. Ils expliquent pourquoi ils s'opposent. Ils se disent que ça va être un précédent qui peut, n'est-ce pas, mettre en péril davantage les libertés individuelles. Vous voyez, c'est formidable. Mais ça aurait été chez nos pays, on va matraquer, les gens vont fuir le pays. Moi, je pense que c'est comme ça. Maintenant, ils sont en train de réfléchir, de chercher quelle est la solution. Est-ce que c'est l'État? Vous voyez la sécurité de l'État. Est-ce qu'on doit mettre ça d'abord ou bien on va mettre les libertés individuelles d'abord? Il faut l'équilibre, c'est ce que Apple cherche. Et certainement, des membres du gouvernement, que ce soit démocrate ou républicain, cherchent cet équilibre. Et on ne trouve la solution et l'équilibre que dans le débat. Dans les débats, donc, d'idées. Dans la diaspora, si le pays n'est pas en paix, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. Et l'argent que nous envoyons, ça contribue, ça fait quelque chose, ça impacte l'économie du pays. Donc si ce n'est pas apaisé, l'argent ne pourra pas partir. Ce sera un problème. S'il y a du trouble, on va vous poser 1001 questions. Pourquoi vous envoyez de l'argent dans un pays où il y a de l'insécurité? Est-ce que ce n'est pas pour financer quelque chose? On peut vous poser des questions comme ça. En temps normal, on vous pose les mêmes questions. À plus forte raison, quand l'insécurité s'installe. Donc, nous ne devons pas participer à ces débats sur les personnes. C'est Eleanor Roosevelt qui a dit les grands esprits font des débats d'idées. Les esprits moyens parlent des événements pendant que les petits esprits se mettent à se chamailler autour des hommes. Nous devons faire des débats d'idées. Donc nous ne devons pas insulter, que ce soit de la Hollande, de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Europe en général, de l'Amérique. Nous ne devons pas participer à cela. Nous devons regarder ce qui se passe ici, que nous vivons. Et nous devons aspirer vers là. Il est vrai, ils sont en avance parce que ça fait des siècles. Non, on comprend, on est pressé, mais on doit tirer des leçons de ceci pour injecter, n'est-ce pas, informer les nôtres et pour que ça puisse aller de l'avant. Je pense que c'est notre rôle là et c'est très important. N'envoyons pas des insultes, n'envoyons pas des vidéos qui vilipendent certains candidats au détriment d'autres. Là, l'heure où je vous parle, il y a des villes qui sont divisées, des familles qui sont divisées à cause des vidéos qu'on envoie. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Moi, j'en ai reçu par des milliers et ça me révolte, ça m'attriste. Mais je garde l'espoir que si nous continuons, n'est-ce pas, à éduquer avant, pendant et après les élections, de quelque nature que ce soit, eh bien, on en arrivera là. On n'a que 26 ans d'expérience. Ils en ont 300 ans, 400 ans. Ils sont très en avance. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on fasse la comparaison. On doit pouvoir comparer. Si tu dis, je rêve grand, tu veux aller sur la Lune. Quand les Américains ont dit ça, on n'y croyait pas. Les Russes sont allés, et puis les Américains sont allés aussi. Et ont fait mieux que les Russes. Vous vous rappelez? Et ils cherchent autour de Mars. Il ne faut jamais dire que quelque chose est impossible. Dans leur vocabulaire, des gens qui veulent aller de l'avant, je pense que le mot impossible n'existe pas. Mais ça ne peut pas, on ne peut pas réaliser l'impossible, on ne peut pas réaliser ça dans un climat de guerre, de tension, etc. Nous avons montré l'exemple en ce qui concerne donc l'expérience démocratique. Après la chute du mur de Berlin, c'est le Bénin qui a donné l'exemple à travers l'historique conférence nationale. Les autres ont emboîté le pas et n'ont pas réussi, peut-être parce que leur stratégie ou les contextes qui sont propres à eux ne permettaient pas la chose. Mais on a été un exemple, un très bon exemple. Et si jusque-là, il y a eu la paix, je crois qu'on doit poursuivre dans cette voie. On doit poursuivre dans cette voie. Le Nigeria, quand le Nigeria a organisé les dernières élections, la dernière élection présidentielle, tout le monde avait peur. Mais le Nigeria nous a surpris, ça s'est passé paisiblement. Le Burkina Faso, ça s'est passé, ça s'est bien passé. L'Afrique, la République centrafricaine a fait son expérience. La Côte d'Ivoire a fait son expérience. Le Niger
aussi, ils vont passer au deuxième tour maintenant. Et on va prier pour toutes ces nations, non seulement d'Afrique, mais aussi en Europe, pour qu'il y ait la paix. Parce que le monde, et je dois parler de ceci, nous sommes des ambassadeurs, nous de la diaspora, on est des ambassadeurs de nos pays individuels. Et il faut pour nos pays une diplomatie agressive, une diplomatie progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Agressive, ça veut dire que il faut oser aller vers, même ceux que vous pensez être vos ennemis, il faut aller vers ces gens. C'est la solution à vos problèmes, c'est de vous entendre pour mieux collaborer. Je pense qu'il faut aller vers eux de façon agressive. Et aussi, je dis progressiste, une diplomatie inclusive. Il ne faut pas écarter du tout. Il faut comprendre qu'on est dans un village désormais. Il faut penser à l'après-élection. Parce que tout ce qu'on dit maintenant, il ne faut pas que ça se retourne contre nous et que des investisseurs se retirent. À des gens peut-être qui s'apprêtent à arriver, ils disent « Ah, c'est le havre de paix, le seul en Afrique de l'Ouest, l'un des rares, etc. » Mais à force d'intoxiquer, d'insulter tellement l'Occident, pour moi, on a dépassé cela, on n'est plus aux années 50, on n'est plus dans les années 60. Nous devons décoloniser notre mentalité. Nous avons toujours la mentalité des gens colonisés qui ont peur de la colonisation, du néocolonialisme. Ces termes-là, on doit pouvoir les rejeter. Et savoir qu'on est obligé de composer avec le Togo, on est obligé de composer avec tous les autres pays, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et au-delà de l'Afrique, on est obligé de composer avec eux parce que le monde se rétrécit davantage. Avec l'Internet, vous avez les informations de partout. Et avec la question du terrorisme de Boko Haram et consorts, nous devons sécuriser nos frontières, non seulement les frontières, mais au-delà de nos frontières aussi. Parce que si les autres ne sont pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité. Si le Nigeria n'est pas en paix, nous ne sommes pas en paix. Si nous ne sommes pas en paix, le Togo, etc. Comme on le dit, vous savez, les frontières là sont artificielles. Et quand ça s'agit de l'Internet, c'est virtuel. On dit maintenant qu'en Libye, là, c'est vraiment là, le nid de ISIS. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais ça, c'est en Afrique. Ça ne doit pas exister en Afrique. Ça ne doit exister nulle part. Donc, je dois me résumer pour dire, de la diaspora, nous sommes les ambassadeurs. Ce que nous faisons, les gens nous regardent. Ah, c'est comme ça que vous faites en Afrique. C'est ça. On dit l'Afrique, on ne dit même pas de quel pays vous venez. On dit les Africains, comme ça. Nous devons être de bons ambassadeurs. Et nous savons, Dieu sait que dans les pays européens, américains où nous sommes, c'est des démocraties qui sont anciennes et qui ont donc plusieurs des siècles d'expérience, tiré ce qui est positif, ce qui est bon là. Je ne dis pas qu'il faille calquer exactement ce que nous trouvons ici là-bas, parce que la culture aussi fait la différence. Le milieu aussi fait la différence. Mais ce qu'il y a des choses qui, n'est-ce pas, peuvent réussir partout. Il y a des choses qui peuvent réussir partout parce que quand vous créez les mêmes conditions, eh bien, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Très bien. Alors, professeur Balobi, une voix de la diaspora pour une élection présidentielle apaisée, le cas du Bénin. Vous êtes de la diaspora, et alors, dites-moi, au regard de tout ce que nous avons dit, de tout ce que nous avons parcouru, vous avez cité le cas du Bénin qui a 26 ans d'expérience démocratique. Nous sommes pratiquement les pionniers en Afrique, mais nous n'allons pas prendre ça comme étant déjà un acquis. Il reste beaucoup à faire, cela doit être consolidé. Je vais vous poser une dernière question. Au regard de tout ce que vous avez dit, quelles sont vos impressions par rapport à l'échéance actuelle en cours chez nous au Bénin? Avez-vous le sentiment que le Bénin, encore une fois, pourra vivre une élection apaisée? Je pense que oui, on peut avoir peur, mais parfois on dit qu'il y a plus de peur que de mal. Je pense que oui. D'abord, ce qui m'a émerveillé, c'est le nombre de candidats. On n'a jamais eu ça. Ça veut dire que l'engouement est là. C'est-à-dire la gestion du pouvoir d'État, c'est là. D'aucuns pensent que c'est pas une mauvaise chose. C'est une erreur, c'est une faiblesse de la démocratie. Non. On a toujours dit ça, même de l'Afrique en général. On dit, vous parlez trop de langues, quelle langue allez-vous choisir? Pour moi, en tant que linguiste, la multiplicité est une force. C'est ça. Parce que chaque langue vient avec sa culture, apporte un élément que les autres langues n'ont pas. Sur le plan politique, beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord avec vous. Non, non.
Le problème chez nous, c'est que c'est la multiplicité de ces candidats. Je dis que si on avait des partis politiques réellement, qui se distinguaient réellement, si se distinguaient réellement par rapport donc à leur philosophie, à leur vision du monde, mais là, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a un problème chez nous par rapport à ce grand nombre, tout simplement parce que parti politique, en tant que concept qu'on doit d'ailleurs revisiter, bien définir, ça n'existe pas. Il n'y a que le PRD, il n'y a que le PSD et peut-être le parti communiste. Les autres, ils sont partis de quoi? Ici aux États-Unis, vous avez deux grands partis et vous voyez leur philosophie. C'est leur philosophie qui les départage, n'est-ce pas? Sinon, ils ont quelque chose en commun, c'est la patrie. Alors, donc pour revenir alors à ma dernière question, votre regard sur le processus. Je suis toujours optimiste. Je pense que on ne peut pas dire que tout va mal, que tout est à refaire, mais il y a des choses qui doivent être améliorées. Je pense qu'on doit revoir la question de qu'est-ce qu'un parti politique. Combien de partis? On ne peut pas imposer un nombre, mais dès que la chose est définie, on est parti politique lorsqu'on a une vision donnée, une philosophie donnée. Si vous avez la même philosophie que les autres, donc vous faites partie de ceux, on vous inclut dans le parti le grand parti qui a telle philosophie. Vous adhérez, vous accrochez les uns aux autres. Et ça fait un grand parti. Et, n'est-ce pas, l'Assemblée doit aussi penser à la question de comment financer les partis. Parce que ça pose aussi problème. Chacun se lève, je peux me lever et puis demain je forme mon parti, et ça, le parti ne porte que mon nom. Et ça, ce n'est pas ça un parti. Un parti, c'est un idéal, c'est une philosophie, c'est une solution. Vous avez les solutions aux problèmes auxquels votre peuple est confronté. Et vous voulez donc prendre le pouvoir pour le gérer. Une voix de la diaspora pour une élection apaisée. Nous sommes donc avec Dr Désiré Baroubi. Dr Désiré Baroubi, merci de nous recevoir. Alors, je vais vous laisser le dernier mot. Je vais vous laisser conclure cet entretien. Je vais vous demander de regarder tout droit dans cette caméra et de lancer un appel. Vous êtes de la diaspora, de bien vouloir lancer un appel à vos concitoyens qui sont restés au pays et même les Béninois du monde entier qui vont participer donc à cette échéance électorale. Béninoises et Béninois, nationaux comme binationaux, qui que vous soyez, c'est de la même patrie qu'il s'agit. Le pays que nous aimons, et nous devons le porter dans notre cœur d'abord. C'est d'abord notre pays. C'est d'abord l'intérêt national. C'est d'abord l'unité que les Kaba, les Bioguera et tous ceux-là, je ne peux pas citer tous les noms, la liste est longue, ont sacrifié leur vie pour nous laisser un héritage que nous devons garder jalousement. Nous devons le construire ensemble, qu'on soit de la diaspora ou qu'on soit sur le terroir, le pays nous appartient. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons nous sentir chez nous au Bénin. Faisons ensemble que cette élection soit une occasion de liesse, comme d'aucuns l'ont dit. Nous devons, n'est-ce pas, répéter cette idée et, n'est-ce pas, l'incruster dans la tête de tout le monde. La paix. Je veux entendre des chansons composées pour soutenir des candidats. Je veux entendre ces chansons, je veux voir les gens danser. Et tour à tour, que chacun danse. Et lorsqu'on danse, je sais qu'on danse pour la réussite de la patrie. Et quand les élections seront terminées, celui que le peuple aura choisi, qu'on se regroupe derrière cette personne, et comme la jarre trouée, que de nos mains, de nos doigts, on puisse boucher cette trou. Ainsi, je dirais, vive la démocratie, vive la paix au Bénin, vive le Bénin, et je dois dire aussi, vive les États-Unis qui nous a permis de vivre ici en toute sécurité et dans la paix. Merci, Dr Baroubi. C'était donc Dr Désiré Baroubi, une voix de la diaspora pour une présidentielle apaisée au Bénin. L'élection présidentielle était une grande élection. Toute élection d'ailleurs en Afrique est une période très très sensible. Nous avons voulu parler de cette sensibilité, comment pouvoir participer à une élection apaisée. Le cas du Bénin, et nous étions donc avec le docteur Désiré Baroubi, qui est professeur à l'université de Shaw à Raleigh, la capitale de l'État de la Caroline du Nord. Sur le Zapping 229, nous allons continuer donc notre veille citoyenne et nous allons continuer par supporter toute initiative allant dans
l'éducation, toute initiative allant donc dans la veille citoyenne. Et notre devoir, c'est, n'est-ce pas, d'inviter chacun, d'inviter tous les Béninois, d'inviter tous les citoyens donc à cultiver cet esprit de paix. Cet esprit de paix dont nous avons besoin en cette période électorale, cette période qui est très très sensible. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois, un prochain entretien. Ce serait certainement pour faire le décryptage. Nous vous remercions pour l'attention que vous portez et pour votre soutien, votre sympathie pour les APIN 229 et à bientôt. Merci, docteur. Merci.